Et avant de commencer l'ordre du jour, je vais d'abord excuser les conseillers absents, Gauthier Lemaître, Esther Alexandre et de Fraîche Justine. Alors, premier point de l'ordre du jour, c'est un acte d'adhésion au contrat filière du livre. Victoria, tu peux passer la parole ? Oui. Donc le contrat cadre pour la filière du livre est un contrat qui a été donc fait par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les acteurs du livre, donc les éditeurs notamment. Et ici, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose, et donc c'est le but du contrat cadre évidemment, c'est qu'un maximum de pouvoirs publics rentre dans ce contrat. Donc les autres régions ont été contactées notamment, les communautés également. Les provinces ont été contactées aussi et les communes et villes de la Wallonie et de Bruxelles ont été contactées pour rentrer dans ce contrat cadre. Le but est vraiment de valoriser en fait toutes les actions qui sont faites dans les communes et les villes pour le livre, donc en fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc ici, vous l'avez vu, il y a un formulaire donc, à remplir pour faire partie de ce contrat cadre. Et donc qui finalement liste les actions auxquelles les bibliothèques, ici en l'occurrence, participent déjà, avec les écoles également, et donne aussi une perspective d'amélioration, je vais dire, pour encore pousser plus loin certaines choses, notamment en ce qui concerne les liens entre les bibliothèques et les écoles, vraiment faire en sorte qu'il y ait une convention qui soit écrite pour officialiser, je vais dire, les liens qui sont faits entre les deux institutions. Et donc, voici ce que nous vous proposons d'adopter ce soir. Donc, c'est pour mettre en avant ce qui est déjà fait et ce qui pourra encore être fait par la commune au niveau du livre. Est-ce que vous avez des questions? Vincent? Non, pas de questions. Non, on avait la continuité de l'action des bibliothèques. On peut passer au vote? Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, redénomination de rue et renumérotation d'immeubles sur le territoire communal. Cette fois-ci, ça concerne le Haut-Vinave, le Fauteuil, le Tigelot et la place. Je passe la parole à Michel Farol. Comme vous le savez, depuis 2016, à 7 ans qu'on est en train de redénommer des rues et renuméroter les immeubles. Donc on arrive ici à la fin du processus, puisqu'il restait ici le centre de Jalais, donc le Haut-Vinave, le Fauteuil, la place. Et alors, ici on avait prévu de redénommer les rues Route du Moulin de Tison, Place de la Foire, Thiers de Yves, Trilopouille, Chemin du Cœur de Marie au Tigelot et Place de l'Église. Alors, nous avons reçu lors de l'enquête publique donc, une pétition signée par tous les habitants du Haut-Vinave, habitants de la place du Haut-Vinave, qui demandaient pour que cette dénomination soit revue en place du Haut-Vinave ou à défaut place du Vinave. Donc on a tenu compte de cette pétition. Donc cette place s'appellera donc place du Vinave. Et alors les autres garderont leur dénomination, puisqu'il n'y a pas eu de dénomination. Donc il y aura le Moulin de Tison qui part de la place du Vinave jusqu'au Fauteuil. Il y aura la place du Vinave, il y aura le Thiers de Yves, qui est la rue, je veux dire, pratiquement parallèle au Haut-Vinave, et qui rejoint le chemin de la Plate. Il y aura le Trilopouille, anciennement dénommé Fauteuil, c'est ce lotissement, qu'on appelle le lotissement Le Marchand, qui est sur la route de Fauteuil. Il y aura le chemin du Cœur de Marie, c'est le chemin qui part au départ du camping des Hollandais, qu'on appelle ça, dans le de la Chilette. Il n'y a que deux maisons, mais ça s'appelle Tigelot. Alors que Tigelot, c'est aussi au monument canadien, c'est tout aussi sur la route qui va vers Manchester. Donc là, on a cédé les trois, et cette route s'appellera le chemin du Cœur de Marie, puisqu'au bout de ce chemin, il y a le mémorial qu'on appelle le Cœur de Marie. Oui, de monument anglais. Alors il y aura la place de l'église. Normalement, pour l'instant, c'est place, mais ça cause beaucoup de problèmes.
puisque nous n'avons que 2 places sur la commune de Jalais, qui est la place du marché, et ici il y avait place. Donc on retrouvait certains courriers ici à Jalais qui étaient intitulés place du marché. Pourquoi? Bon, ce sont les ordinateurs du centre de tri qui lisent de droite à gauche, et alors le mot place revenait chaque fois ici. Donc comme il y a l'église, on a mis place de l'église, on lui met place de place. Okay, mais regarde la numérotation, puisque là ça ne pose pas de problème. Donc voilà, les seules remarques qu'on a eues à l'enquête publique, c'est la place du village, donc on a modifié. Et voilà, je propose qu'aujourd'hui on retrouve ces redénominations de rues et numérotation d'immeubles. Et qui est l'aboutissement de tout ce changement qui est en place depuis 7 ans. Maintenant c'est terminé, à moins que peut-être que d'ici 1 an ou 2, il y aura peut-être encore une rue qui pose un problème quelque part, ou un chemin qui pose un problème, ben là, on verrait si on le modifie ou pas. Mais toute la commune de Jalais-Sart a été toute redénommée. Les rues ont été redénommées et les immeubles ont été renumérotés, ce qui a touché à plus ou moins 4500 personnes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Didier? Non, parce qu'on a des citoyens. Oui, Jacques. On voudrait au nom du groupe réagir brièvement en 2 temps, parce que je vais répéter un tout petit peu ce que les gens viennent de dire. Mais notre premier point, c'est de dire que les modifications de certains noms de lieux sont absolument nécessaires, étant donné les difficultés rencontrées par les services de Biposte, mais aussi et surtout par les services de secours tels que les ambulances, le SMUR, la police et les pompiers. Deuxième point, dans votre avis d'enquête publique, vous l'avez dit, une des appellations proposées a suscité une véritable levée de bouclier de la part des habitants concernés. Vous proposiez, vous l'avez dit, de renommer Place de la Foire, l'actuelle place de Aurinave. Une grande majorité des citoyens de ce quartier, 34 exactement, vous ont adressé un courrier brillamment argumenté, vous demandant d'abandonner la proposition de Place de la Foire. Force est de constater qu'ils ont eu gain de cause, puisque dans la délibération que vous proposez ce soir, il n'y a plus question de Place de la Foire, mais bien Place du Vinave. Vous avez donc donné raison aux habitants concernés, c'est fort bien, et vous voudriez le faire peut-être plus souvent dans d'autres dossiers, en pensant plutôt à choisir ensemble. Là, je peux répondre à ça. C'est que cette histoire de redénomination de rue, c'est vrai que DJ avait soulevé à un moment donné, il y a peut-être 2 ans ou pas, qu'on devrait faire un appel citoyen pour donner des propositions de rue, etc. Je peux vous dire qu'on l'a fait une fois pour une rue, et c'était démentiel. C'était à Saint-Master, où là on avait décidé de nommer une rue, la rue de la Grotte, puisqu'il y avait une grotte au milieu en face du cimetière. Et là on a eu une levée de bouclier, beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils n'aimaient pas ce mot-là, etc. Et alors on leur a demandé, proposer des noms, voilà. On a reçu, je crois que c'est 23 noms de rues, sur les vingtaine d'habitants qu'il y avait là. Je vous passerai les détails, hein. Chemin des Crottes, chemin des Chiens-Cabois, chemin des Emmerdeurs, enfin, je vous passe les détails. Pour finir, il y a eu un autre rue qui est ressorti, qui est le chemin des Grands-Fagnoux, et alors on a modifié, on a mis au chemin des Grands-Fagnoux, puisqu'il y avait 4-5 habitants qui donnaient ce nom-là, et là on a changé. Mais c'est pour toutes les rues, parce qu'on a changé 65 rues, hein, de nouvelles rues, 65 noms. On a modifié à peu près 17 noms de rues. On a renuméroté plus ou moins 20-25 rues. Si on avait dû demander des appels aux citoyens pour donner des avis, je peux vous dire qu'on serait toujours à la 3e ou 4e changement de notre rue. Hein. C'est à ne pas en sortir. Si on demande l'avis à tout le monde, vous allez avoir des remarques inimaginables. Donc, comme on a procédé, je pense que ça a été ouvert à tout le monde, parce qu'il y a eu les enquêtes publiques
chaque nom de rue est des enquêtes publiques. Et sur les 7 ans, on a eu une fois une demande, c'est de changer un nom de rue, au lieu de route, de mettre chemin. C'est tout ce qu'on a eu comme remarque jusqu'à présent. Jusqu'à la place de la Foire. Jusqu'à présent, sur les 7 ans, on a eu une remarque, c'est de changer le mot route en chemin. C'est à Fouillir, le chemin de Gossomé. Et on a changé, au lieu de mettre route de Gossomé, on a mis chemin de Gossomé. Voilà. C'est pour vous dire que parfois faire appel aux citoyens pour trouver des solutions, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile, mais voilà, ça fait partie aussi Ben oui. de la participation. Bien sûr, on leur donne la possibilité de. Il faut aussi gérer ça, hein, c'est sûr que c'est plus facile de décider tout seul. Mais voilà. Ah ben oui. Tu t'imagines bien ce que je vais répondre. Que ce programme de redénomination et de renumérotation a été proposé à la CLDR en son temps, et ce projet n'a pas voulu être accepté par la CLDR. Je le rappelle, donc nous avons fait ça, on va dire, comme des grands, mais il faut aussi savoir qu'on ne met pas n'importe quoi comme nom. Il faut vraiment analyser les atlas qui datent de très anciens, des lieux dits. Il faut prendre ce nom, les envoyer à Bruxelles dans un comité qui analyse toutes les propositions, qui parfois en refuse ou qui parfois dit non, là ce n'est pas le bon endroit, il faut l'appeler plutôt comme ça, etc. C'est un travail fastidieux et qui a été bien fait. D'ailleurs, je remercie vraiment Michel pour ce programme qui a pris très longtemps. Mais c'est un fameux travail. Et remercier aussi les services ici de la commune, et c'était Yann Darimont qui s'en est occupé, pour la modification de tous les encodages et d'envoyer tous les courriers dans toutes les maisons, et puis venir en dehors, on va dire des heures normales, pour pouvoir encoder au niveau du registre national toutes les modifications d'adresses par rapport au nombre de personnes. C'est un travail aussi de fourmi, et là je remercie vraiment Eliane pour sa disponibilité. Voilà. Oui. J'avais une question, mais tu y as en partie, je pense, répondu. Mais je me demandais, et je pense que je ne suis pas le seul, à se demander d'où venaient les noms. Hein, parce que je prends l'exemple, déjà ici, le nouveau, là, j'avais jamais entendu parler, moi, du chemin de la Rive, Thiers de Rive, donc, ou du Tri de Pouille. Donc j'imagine que ça remonte quand même dans les connaissances anciennes, mais par exemple, je prends l'exemple aussi de la ruelle Budet à Herbiester, il n'y a jamais personne qui a été capable de me dire à quoi ça faisait référence à Herbiester. Donc, sur la place de 1840, ce lieu dit là. De 1940 1840. Ouais, c'est le 1940. Eh bien, le lieu dit, c'est la ruelle Budet. Ok. Comme le tiers de Yves, eh bien, cet endroit-là s'appelle le tiers de Yves. Et en wallon, tout le monde, moi je me rappelle, qu'on disait au Tchetliv. Ok. Cet endroit c'était le Tchetliv. Ouais. Comme le Tri de Pouille, peut demander aux plus anciens, très souvent quand ils disaient, ben voilà, je vais avoir fini ma vie, je vais aller à Trépol. Trépol qui est l'endroit près du cimetière, qui est souvent le marchand maintenant. Oui, c'est intéressant. Tous ces mots-là viennent de la place de 1840. Okay. Et d'ailleurs, le comité, là, le toponymie, etc., cette fois-ci, nous ont vraiment dit que c'était impeccable les noms qu'on avait choisis, parce que ça reflétait tous les lieux dits qui étaient dans la place de 1840. Et on s'est inspiré de ça pour pratiquement tous les noms de rues et tous les noms de chemins ici. Il y avait aussi un livre qui avait été fait par un Biétois au 19e, comme ça, qui reconnaît tous les lieux dits de la commune de Jarret, uniquement Jarret à l'époque, évidemment. Michel Parent va s'engager à faire un livre avec oui, quand ils sont pensionnés. Merci parce que franchement, je suis sûr que je ne suis pas le seul à s'être posé la question. Je dis, voilà, c'est intéressant parce que on ne connaît pas quoi, cet atlas-là. Ça vaudrait peut-être même la peine de voir si c'est pas moyen de refaire des copies. Maintenant, il faut se dire aussi qu'après ça, tout n'est pas fini parce qu'on doit faire toutes les modifications sur les 2 opérateurs GPS européens qui est en temps nucléaire
et que jusqu'à présent, on en a fait entre 20 et 30 000 modifications, que je fais à l'ordinateur auprès des deux opérateurs. Et il y a un problème, c'est avec celui qu'on a sur le GSM. Google Maps. C'est impossible de faire une modification sur Google Maps. On nous a donné un profil pour le faire. Je l'ai fait il y a à peu près 4 mois d'ici, mais à l'heure actuelle, il n'a toujours rien changé. Et il n'a rien qui est juste à changer. Depuis 20 ans, il n'a rien qui est juste à changer. On retrouve des livres de débats près de la future au Poitiers. Puis ici, c'est chemin du Loriot, Tartorville. C'est complètement foireux. Mais c'est impossible chez eux de faire des modifications. Par contre, chez TomTom et chez R, eh bien, il faut 4 à 5 mois pour que ce soit opérationnel sur le GPS. Et là, ça marche. Par contre, chez R, ce sont les GPS qui équipent les voitures, les camionnettes, etc. Là, il y a un problème, c'est qu'eux font les modifications. Et pour que les gens aient leur modification sur le GPS, il faut qu'ils aillent au garage. Et ça coûte en 350 €. Donc il n'y a personne qui l'a fait. Les livreurs, c'est trop cher pour eux. Et alors maintenant, il y a des problèmes de livreurs. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand vous commandez quelque chose, il faut toujours mettre vos 2 adresses. Votre ancienne adresse et votre nouvelle adresse. Comme ça, quand ils ne trouvent pas une, ils vont sur l'ancienne adresse. C'est un lot, évidemment. Il faut peut-être dire aux gens qu'il faut être moderne. Et ne pas aller sur Google Maps, mais se promener avec l'Atlas de 1840 dans la voiture. Ou une carte. Ou une carte de l'époque. Qu'on va éditer maintenant pour mettre dans la prochaine communale. Parce que maintenant on a terminé, donc on peut se permettre de faire une carte avec tout le nom de rue pour les habitants de Genève de ça. Merci Michel. Voilà. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Les 2 points suivants, c'est la vente de bois d'automne 2023 pour l'exercice 2024. C'est arrêt des dates et arrêt des clauses. En fait, ce sont des ratifications parce que la vente de bois, je suppose que vous l'avez vu, se fait ce vendredi. Donc, voilà. Et comme on a reçu les catalans quand même en dernière minute, avec tous les points repris dans le catalan, voilà, c'est pour ça qu'on vous les présente seulement maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Vincent, Olivier. Oui, parce que ça passe bien. Oui. Bon, on les voter. Oui. Oui. On vote les deux, là, si vous voulez, bien sûr. Oui. 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 Le point suivant, marché public de travaux, c'est les travaux d'entretien de voirie forestière, route des rues et route de la milice. Marc, passe la parole. Oui, si vous allez vous promener sur les hauteurs de Chevassel, vous allez certainement remarquer que ces 2 routes-là sont en mauvais état. Elles ont notamment été dégradées par les pluies torrentielles de juillet 2021. Et comme il s'agit de forestières qui permettent de valoriser les voies, mais que c'est aussi des chemins touristiques fréquentés et c'est des points neutres pour les vélos, il est quand même nécessaire d'intervenir. Donc le montant estimé pour les travaux s'élève à 85 357 €. Et nous proposons de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. Est-ce qu'il y a des questions? Olivier? On a effectivement quelques remarques parce que je pense qu'il y a quelques erreurs dans le cahier des charges. Notamment, ça commence à la page 6. Il est indiqué route de la Milice 340 mètres de longueur et route des Russes 750 mètres, alors que c'est l'inverse. Et c'est pas 340 mètres, c'est 340 mètres plus 60, il y a 2 portions. Donc ça c'est une première erreur qu'on a remarquée. À la page 29 aussi, on compte la longueur 750 mètres en 3 mètres 40 de large. Et vous indiquez 2535 mètres carrés. Le calcul, ça donne 2550 mètres carrés. Donc,
l'estimation du métré n'est pas correcte. Il manque aussi 60 mètres parce qu'il y a ces 340 mètres plus 60. Et la même remarque au point 1, page 38 dans l'annexe D. Il y a aussi mauvais calcul de surface. Donc je ne sais pas si on peut voter, faire les corrections et passer au vote. Oui. Parce que c'est des erreurs de calcul, mais ça risque. Je ne sais pas comment on doit procéder pour régler ce problème technique. On vote sur base des marques que dit l'expert. On peut tous pas communiquer la marque que tu as faite? Oui, je vais l'envoyer par mail à Madame Moyen. Oui, on mettra les remarques. Didier va payer plus cher. Oui, il y a 15 mètres carrés en plus, mais. Il n'a pas le choix. C'est l'intéressant. Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Oui, 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 Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est zéro déchet. Victoria, je te repasse la parole. Merci. Donc, comme vous le savez, la LES est engagée dans la démarche zéro déchet avec Intradel en 2021. Donc, c'était pour 3 années, 2021, 2022 et 2023. Ici, nous avons reçu la possibilité d'Intradel de continuer pour une année supplémentaire la démarche. Et donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de continuer encore pour l'année 2024. Après, Intradel verra comment ils fonctionneront, s'ils repartiront pour 3 années supplémentaires. Mais ici, donc, c'est une année qui nous est proposée et que nous souhaitons évidemment faire, car les projets, voilà, certains sont encore en cours et ce serait bien de pouvoir continuer pendant une année supplémentaire la démarche zéro déchet à Jalais. N'oublions pas qu'en 2024, on va devoir rester sage. C'est notre affaire de grande modification. Comme c'est une année électorale de. Des remarques ou pas de remarques? Didier, Vincent? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Oui, Oui. oui, oui, Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant. Fixation du taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers pour l'exercice 2024. Laurent? Oui. Vous savez, chaque année, on doit faire ce qu'on appelle le coût vérité, c'est-à-dire diviser les recettes par les dépenses et on doit se situer proche de 100%. C'est ce qu'on appelle le coût vérité. Alors, le coût vérité ici, c'est pour l'exercice 2024, donc c'est une projection. Et la projection, elle est réalisée sur ce qui s'est passé en 2022, puisque là, on a les chiffres maintenant, et aussi sur toute une série d'informations que Intradel nous donne sur le coût, toute une série de choses que vous avez découvertes dans les différents documents. Alors, cette prévision de recettes s'élève à 572 745 €. La prévision de dépenses pour les déchets, le traitement des déchets, à 571 562 €, ce qui fait un taux de couverture de 100,21%. Donc 100%. Voilà, chiffre établi sur base des différents éléments dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question qui correspond plutôt à la démarche du calcul entre le forfaitaire et le proportionnel. Est-ce que vous pensez que les chiffres viennent d'Intradel? On a vu la différence entre ce qui a été demandé et ce qui a été demandé en 2022 pour l'exercice 2023 et ce qui serait demandé pour 2024. On voit qu'il y a une diminution assez importante par rapport aux déchets organiques qui passent de 20 cents à 8 cents, une diminution de 12 cents par. Oui, ça c'est le point suivant, mais c'est sûr que c'est intégrer le point suivant pour pouvoir faire le calcul du coût vérité. Donc on verra alors sur la remarque après, pour que ce soit Oui. dans les points. Ce qu'on peut dire de toute façon déjà maintenant, c'est que le fait d'être passé au conteneur
fait qu'on est passé de 123 kg par habitant de déchets produits à 75 kg par habitant. Donc, comme on avait pensé lors de l'instauration de ce système, il y a une diminution importante des déchets. En ordre ménagère, en individuel. Les deux regroupés. Puisque on parlait de ça. si on passe de 123 à 75, les 123, ben, c'était regroupé. Les ordures ménagères et les. Tandis que 75 kg par habitant, c'est les ordures ménagères et les organiques ensemble. Ouais. Et l'ancien, le 123, c'était aussi avec les cartons, les plastiques, ou c'était... Ah non, c'est ordures ménagères et organiques regroupés, puisqu'il n'y a pas de différence. Donc ici, c'est la fixation du taux de couverture. Hein. Taux de couverture. Donc il est fixé à 100,21. On est tombé comme ça, ce qui est très bien. Est-ce qu'on peut valider ce point? Oui. 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 Non. Non. Oui. 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 Eh oui, merci. Un point suivant. On revient sur le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets y assimilés. Eric, je te repasse la parole. Oui, donc on vient d'en parler. Quand on analyse la production des déchets de 2022, on constate que pour la taxe proportionnelle, il y a 1897 ménages qui ont dû payer en plus pour la taxe proportionnelle, ce qui fait à peu près 57%, un peu plus, 57,6%. Ce qui veut dire qu'il y a plus de la moitié qui ont dû rajouter. Quand on compare aussi avec les autres communes, le coût vérité de 2022, on était arrivé à 108%. C'est-à-dire qu'on avait trop de recettes par rapport aux dépenses, donc il fallait qu'on diminue les recettes. Ce qui faisait que ça dérapait, c'était surtout la taxe proportionnelle. Alors, je sais que non seulement l'idéal, ce serait de ne rien avoir en plus, mais quand on a 1897 ménages, c'est quand même important, dont certains, d'ailleurs, doivent rajouter des sommes importantes, même très importantes parfois. Quand on travaille sur la taxe forfaitaire, on peut dire que c'est un peu la carotte. On récompense celui qui ne va pas dépasser la taxe forfaitaire. Par contre, la taxe proportionnelle, c'est le bâton pour taper sur celui qui a trop fait de déchets. Et manifestement, d'après les chiffres, le bâton était un peu trop grand par rapport à la carotte. Et donc, notre politique est plutôt de réduire ce bâton et, par la même occasion, s'aligner sur les autres communes, puisque, je ne sais pas si on vous a communiqué un comparatif avec les autres communes, mais excepté la commune de Herve, toutes les autres sont largement en dessous du prix au kilo des déchets. C'est ainsi qu'on propose de passer de 80 cents pour les ordures ménagères à 60 cents et de passer à de 20 cents à 8 cents, à 0,08. Voilà. Ce qui veut dire qu'on diminue beaucoup plus le complément de déchets organiques. Ouais. Par contre,
ça reste quand même assez bien sanctionné pour les déchets ménagers résiduels, puisque 65, c'est quand même encore un montant élevé quand on compare aux autres communes. Voilà, alors il y a encore deux petites modifications dans ce règlement taxe, c'est qu'on a supprimé évidemment les sacs transparents, puisque depuis 2022, il n'est plus lieu d'en parler. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Avant de passer aux questions, je vais quand même dire deux mots si vous voulez. Tout d'abord, moi je voudrais quand même féliciter tous les habitants de la commune de Jeannet, parce qu'on parlait tout à l'heure, on était passé de 123 à 75 kg par habitant, mais si on retire les autres résidences, les hébergements touristiques, etc., les assimilés, on arrive encore à un pourcentage qui est encore inférieur, on arrive à 66 kg par habitant. Or, ça veut dire que le système des conteneurs a permis de diminuer de 50% pratiquement la quantité de déchets. Et je trouve ça absolument formidable. C'est même déjà fort bas. Alors, c'est vrai qu'on était avec le système de surproduction, enfin des personnes qui ont mis un petit peu trop de déchets organiques ou des ordures ménagères, il y a des personnes qui ont dépassé. Mais je pense qu'on s'en est bien rendu compte pendant toute l'année. C'est qu'on a dû refaire d'ailleurs des coups de boîte et des informations pour bien réexpliquer aux personnes comment ça fonctionnait, parce que ce n'était pas si simple que ça. À mon avis, pour tout le monde, de bien comprendre le système du nombre de levées, le système du poids, etc. D'ailleurs, quand vous regardez les statistiques, il y a des personnes qui ont mis pratiquement leur poubelle toutes les semaines. Or, il n'y avait que 30 levées, normalement, qui étaient comprises dans le forfait. Mais je pense que maintenant, ces personnes-là commencent mieux à comprendre le fonctionnement, etc. Raison pour laquelle on a décidé, notamment au niveau des organiques, parce que les organiques, ça pose quand même problème. Je ne sais pas si vous avez traité vos déchets organiques. C'est vrai que le plus simple, c'est faire des composts, mais quand vous ne faites pas des composts, c'est quand même très difficile pendant l'été de gérer ces organiques, sans avoir des asticots, des odeurs invraisemblables, etc. Je pense qu'un Tradel, on est bien conscient. D'ailleurs, on a rencontré un Tradel la semaine passée. Je leur ai posé la question pour voir s'ils regardaient dans les ordures ménagères, dans les résidus ménagers, pour voir s'ils regardaient s'il y avait des organiques. Et je peux vous dire, je le sais, et je l'ai même fait moi-même, dans les périodes de grande chaleur, il est beaucoup plus simple de mettre ces organiques dans les résiduels que de les laisser dans les organiques. Parce que là, vous pouvez au moins mettre des sachets hermétiques bien fermés, et au moins vous n'avez pas cette dégradation qui se fait très vite avec les sachets organiques. Et je pense qu'il y a, j'en suis sûr, il y a beaucoup, parce que de parler avec plein de personnes, beaucoup de personnes ont mis leurs organiques dans les résiduels pendant l'été. Moi, j'ai soulevé la question à Intradel en leur demandant s'il ne serait pas possible, notamment, et ils vont étudier la question pour voir si on ne pourra pas avoir des poubelles organiques, donc le verre, avec des couvercles un peu plus hermétiques, pour ne pas que les mouches puissent rentrer à l'intérieur des poubelles, parce que vous ouvrez hop, il y en a plein. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, quand vous regardez, on a soulevé aussi la problématique avec Intradel de ces quelques pourcents de personnes qui ont mis des quantités invraisemblables de déchets, notamment au niveau du résiduel. Mais c'est incroyable, il dépasse la tonne des ménages. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais vous imaginez dépasser une tonne de déchets et les coûts que ça leur a engendré. Donc il faut les 1 000 €, il y en a même qui dépassent les 1 000 € de taxes. Ces personnes ne nous ont pas contactés. Donc ça veut dire qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils ont fait. Mais moi, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils ont pu mettre dans leur poubelle pour arriver à une tonne de déchets sur l'année. À mon avis, ils ont démonté leur salle de bain, ils l'ont mis en morceaux dans les poubelles. Parce que c'est phénoménal. Mais il y en a quand même quelques-uns. Intradel possède un service
de communication et ils vont contacter personnellement ces personnes pour un petit peu voir avec elles s'ils se rendent bien compte de l'économie qu'ils pourraient faire en gérant un petit peu autrement leurs déchets. Parce que ça, c'est quand même un peu... c'est surréaliste. Hein. Alors, au niveau des déchets organiques, ben, il y a ce problème de l'été, quand il y a toutes les mouches et les asticots, etc., et les odeurs, et c'est un peu compliqué. Et Intradel nous a proposé aussi, ils ont une nouvelle solution, c'est de mettre des conteneurs enterrés. On peut mettre un conteneur par 3000 habitants, donc on pourra en mettre 3 dans la commune, ou si on veut, l'accès, c'est un accès qui devrait être demandé à Intradel. Ils ne savent pas encore sous quelle forme, mais c'est souvent sous une carte magnétique ou quelque chose comme ça. Ou par exemple, les gens qui voudraient partir en vacances et qui ne tombent pas dans les 15 jours, parce que oui, il va peut-être avoir des changements l'année prochaine dans le nombre de ramassages via Intradel en 2025, pas en 2024. Donc, on aurait le temps de les installer parce que le nombre de ramassages va peut-être s'étendre. Il y en aura peut-être moins, il n'y en aura peut-être pas toutes les semaines. En 2025, on n'est pas encore là. Et on pourrait comme ça mettre des conteneurs enterrés en 3 endroits différents, comme il y a 3 conteneurs, où les gens pourraient aller avec leur carte. Par exemple, s'ils partent en vacances, ne pas devoir laisser pendant 15 jours ou 3 semaines, ou que sais-je, leurs déchets dans leur poubelle et pouvoir les éliminer à ce moment-là quand ils veulent dans les conteneurs. Donc il y a plusieurs changements. Dans tous les cas, moi je trouve que pour une première année, je trouve ça formidable la diminution de déchets qu'on a eu dans la commune. Et je pense que ça va, que les gens vont. Voilà, on a diminué le nombre, le prix du surplus de déchets produits. Pas pour que les gens en mettent plus, ce n'est pas ça le but, mais c'est que les gens qui essayent de bien trier, parce qu'il y en a qui essayent de bien le faire, ne soient pas trop pénalisés parce qu'ils dépassent de quelques kilos ou des choses comme ça. Parce que la majorité des personnes n'ont pas été dépassées, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc la grosse majorité est restée dans les clous. Donc voilà. Je suppose que... Et si on avait dû, on aurait pu aussi choisir de... Mais quand on touche sur la taxe proportionnelle, la problématique c'est que ça touche absolument tout le monde, et que pour diminuer ce qu'on aurait dû diminuer, la forfaitaire, si on touche à la forfaitaire, bon, on allait peut-être diminuer de 2 euros ou 3 euros pour arriver, pour ne pas devoir dépasser. Parce que si vous faites le calcul, parce que là ça touche absolument tout le monde, et là, la diminution de 2 euros ou 3 euros n'allait pas avoir un impact possible, mais c'est un petit peu, c'est pas grand chose. Moi je crois que les gens, ils ont bien fait leur travail. Je pense que 2023, on verra les chiffres l'année prochaine, et je pense que chaque fois qu'on verra les chiffres en fonction de ce qui va se passer au niveau des collectes, et des collectes en organique ou en résiduel, ben, on devra adapter peut-être un jour la proportionnelle. Oui, on verra bien, on n'en est pas encore là. Donc voilà. Je suppose que vous allez avoir des questions, que vous n'allez pas être d'accord sur ce principe-là, mais je vous écoute et on vous écoute et on entend vos questions. On commence par qui? Vincent, je vois que tu... Non, mais ce que tu as dit, c'est une chose importante, c'est d'entendre que les citoyens, les concitoyens ont donc pu, grâce à ce système, minimiser leur quantité de déchets. En tout cas pour une grande majorité. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut souligner, et souligner la qualité des gens qui peuvent faire attention au tri des déchets. Sur les quantités de forfaitaires, pour les déchets organiques, on en avait discuté lors d'un conseil de l'année précédente, il nous revenait que certains citoyens qui mangeaient beaucoup de fruits et légumes arrivaient vite au seuil des 25 kg par personne, par ménage d'organique. Et que donc, quelque chose qui est complètement contre-productif, c'est que de plutôt payer, même s'il ne s'agit maintenant plus que de 8 cents au lieu de 20 cents, et ça je le souligne aussi, c'est qu'ils préféraient jeter dans la poubelle noire ce n'est pas à leur quota, plutôt que de continuer à mettre dans la poubelle verte. Et ce qui va, à mon sens, quand j'entends ce que développe Intradel et la politique menée par Victoria, ben, j'ai le sentiment que ça, on n'est pas tout à fait dans la même réflexion, et qu'au final, ben, une personne, oui j'entends, il y a des gens qui ont jeté 1 tonne de déchets, mais quelque part, il faut quand même conscientiser les gens que
que bon, bah, ces déchets, il faut bien les traiter par la suite et que de ne pas les trier, je pense que c'est quelque chose qui va influer sur ce que, au final, tout le monde va payer dans cet axe. Deuxième petite réflexion, je l'ai constaté quand on a envoyé les propositions pour les poubelles. On a eu des poubelles, moi j'ai pris une poubelle assez grande, une verte là, et je me rends compte, comme le dit Michel, en été, genre tu la remplis à 1/10 et tu espères qu'on va passer rapidement pour venir chercher ça, quoi. Donc j'ai le sentiment qu'en fait si j'avais su ce que ça allait causer comme, entre guillemets, comme désagrément, j'aurais plutôt opté pour une petite poubelle. Tu peux la changer. Oui, je ne sais. Voilà. Et ça, je pense que peut-être que c'est quelque chose qu'il faut relayer aux concitoyens, de manière à ce qu'ils atteignent bien, en tout cas leurs chiffres, etc. Moi, sur le fait qu'on diminue, effectivement, de diminuer, ça va dans le bon sens. Vous nous l'aviez dit la dernière fois que vous alliez voir comment Intradel allait rapporter les chiffres et ce qu'on allait pouvoir faire. Maintenant, je me dis, voilà, quelqu'un qui va consommer plus de déchets organiques et qui les met au final dans une poubelle de tout venant, on ne rencontre pas l'objectif, un des deux objectifs. On en rencontre un, il y a moins de poubelles, mais on en rencontre un deuxième qui ne rencontre pas tout à fait les attentes, puisqu'au final, ils vont jeter leurs déchets organiques dans du tout venant. Donc, voilà, ce que notre groupe souhaite souligner, c'est la qualité, pour moi, alors je sais que c'est compliqué pour l'administration, j'ai eu l'idée que l'administration, pour pouvoir gérer tout ça, c'est pas non plus spécialement évident. Donc là, je souligne aussi le travail qui est fait en amont et en aval de tout ça. Maintenant, voilà, on va s'abstenir sur ce point, mais on souligne la qualité du tri de nos concitoyens. Et évidemment, on verra bien si le 8 cents participe à amener une dépense qui est beaucoup plus soutenable. Quand la directrice générale, je me pose la question de savoir certaines personnes, quel est leur surplus à payer. Donc des fois c'est 4 €, 5 €, c'est pas grand chose. Non. Et donc si les 3 ou 4 € ils sont enlevés de la taxe forfaitaire, comme tu disais tout à l'heure Michel, on en vient plus ou moins la même chose pour des gens qui font attention, et au final on leur permet d'en mettre plus dans la poubelle qui est la bonne. Voilà. Oui. C'est tout. Une petite remarque par rapport à ce que tu as dit. Le nombre de ménages qui ont déposé plus que 25 kg d'organique par personne, il y en a 876. Et le nombre des ménages qui ont mis moins de 25 kg d'organique, il y en a 2290. Bon. Oui, il y a beaucoup plus de personnes qui mettent les solutions mis dans le noir. Ah oui, mais non, ils ont mis beaucoup de gens, il y a même des gens qui font des composts. Dans les organiques, il y en a quand même beaucoup qui font 0 kg. Il y en a aussi, oui. Et il y en a quand même pas mal. Et là, c'est leur choix. Tout le monde ne sait pas faire un compostage, mais il y a moyen d'en faire. Donc il y en a qui ne mettent pas d'organique. Et ce qui est peut-être très bien, parce qu'ils le recyclent. Ce n'est pas négatif. C'est plus cher en cul pour les rats. Oui, mais ce n'est pas négatif. Mais c'est vrai que là, on a vu cette problématique-là survenir. Ouais. Parce qu'effectivement, ça je produis juste sur le bulletin communal sur lequel j'ai publié cet après-midi et qu'il y a une page sur justement le fait qu'il fallait bien trier pour les composts, etc. Oui, évidemment, parce que sinon tu as d'autres problèmes qui arrivent. Et il ne faudrait pas justement, à travers une taxe, qu'on puisse inciter les gens. Et je pense que faire un compost, c'est bien, mais on a vite des bestiaux qui ne sont pas du tout agréables et quelque part, on n'a pas vraiment envie d'avoir dans son jardin. C'est tout. Voilà, c'était tout. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail pour l'administration. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Avec toutes les réclamations, tout le nombre de personnes qui ont téléphoné, et des petits soucis qu'il y a eu aussi au début avec les premiers conteneurs qui ont été placés, etc. Donc il y a eu beaucoup de réclamations. Enfin, beaucoup de travail pour l'administration. Il faut souligner leur travail. Dites-le. Oui, mais de notre côté, on a quand même des échos de beaucoup de citoyens qui se plaignent que finalement le nouveau système leur coûte plus cher que l'ancien système, quand on était encore avec les sachets. Puisqu'avant on avait une taxe de 90 € par ménage, maintenant on est à 160 si on est 3 personnes, donc c'est plus important. Plus les sacs. Plus les sacs, oui, mais on pouvait déjà acheter beaucoup de sacs avant de retomber sur. Non, pas vraiment. C'est 15 € pour 10 sacs, non? On avait fait le calcul et ça c'était pas. Oui. Ça coûtait beaucoup plus cher la taxe. Mais ça coûte en fait plus cher pour les gens qui n'atteignent pas le maximum
de la partie forfaitaire. Et il y a des gens qui font des efforts et qui doivent quand même payer un forfait pour 50 kilos alors qu'ils n'en mettent peut-être que 20. Donc on voit aussi qu'il y a d'autres communes où la partie forfaitaire est plus basse. Donc, il y en a très peu. oui, mais Marlène, par exemple, ils sont... Oui, mais tu vas chercher, oui, une commune. Mais prends les noms, parce que... Oui, mais je prends les bons exemples. Ceux qui sont des bons exemples à nos yeux. Donc, l'idée, ce serait quand même qu'on pourrait diminuer la partie forfaitaire, le kilo et combien on paye, et alors, si on dépasse ça, on paierait les kilos supplémentaires au tarif qui vient d'être fixé. C'est un calcul qu'il faudrait faire en fonction peut-être de la ventilation. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en dessous du forfait, ben, eux n'ont plus qu'à faire des efforts. Or, il faudrait que tout le monde continue à diminuer sa production de déchets. Donc, mais elle ne peut pas descendre du province, la taxe il faudrait parce qu'il y a les dépenses incompressibles. Le camion qui passe, il faut bien qu'il passe. Le fait fonctionner les parcs à conteneurs, etc. Oui, puis toutes les poubelles publiques, ça ajouter à tout ça, etc. On est bien conscient, mais voilà, il y aurait moyen quand même d'essayer de jouer un petit peu, de déplacer les curseurs un peu moins sur le forfaitaire, un peu plus sur le proportionnel. Ici, bon, c'est vrai qu'il y a la taxe proportionnelle qui est fortement diminuée, mais pour le reste, ça n'incite pas les gens qui sont déjà en dessous de la limite à faire encore moins. Donc, pour nous, on va voter non, puisqu'on pense qu'il y aurait moyen d'ajuster un peu mieux les curseurs. Ok. Une invitation aussi pour l'année prochaine. Voir les résultats. Donc on peut passer au vote. Abstention. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'additionnel à l'impôt des personnes physiques, l'IPP, c'est le règlement de taxe. Eric, je te repasse la parole. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que nous restons la commune de la région vergétoise la moins taxée en IPP, pour le tricot professionnel, puisque nous ne modifions pas ces taxes et nous restons à 6,8% de taxes additionnelles pour la commune de Jalais. Voilà, continue. A-t-il des questions à ce sujet? Non, vous ne l'avez pas augmenté cette fois-ci, vous l'avez déjà augmenté une fois. À l'époque, si je me souviens bien, c'est parce qu'on va arriver dans une année électorale, donc forcément, c'est des dossiers qui vont ressortir. Question. Il peut sortir, mais on est quand même la plus basse de toutes les communes. La question qu'il y a, c'est 6,8. pour la raison pour laquelle vous les avez augmentés à l'époque. Il y avait, si je ne m'abuse, la crise des scolites, qui avait fait qu'on avait perdu pas mal d'argent. Ouais. Or, les chiffres, c'est à toi que je pose la question par rapport au budget, est-ce qu'ils sont, et aussi à Marc, est-ce qu'ils sont bien meilleurs? Si oui, pour quelles raisons alors nous devions, je ne sais pas, je pose une question ouverte. Pour quelles raisons Parce que après les scolites, il y a eu le Covid, après le Covid, il y a eu les inondations, après les inondations, il y a eu la guerre d'Ukraine, et la guerre d'Ukraine a eu comme conséquence une inflation qui a des répercussions importantes pour les finances communales. Et donc, on a, je pense, en gardant ces taux aussi bas, je pense que c'est une belle performance de la part de la commune et je nous en félicite. Il faut savoir s'auto-congratuler, ça fait mal. Mais ce que je pense aussi, c'est que 6,8% d'IPP, je pense que ça ne peut pas se critiquer. Gardons bien à l'esprit qu'un paradis fiscal peut être basé sur des aides sociales. Moi, quelque part, j'entends ce que vous dites, ça coûte pas cher, etc. Mais ce qui m'importe, c'est que notre commune soit une commune où il fasse bon vivre. Et si, attendez, laisse-moi finir. Et si tant est que l'on puisse effectivement garder des taxes basses, je vous en féliciterai. Maintenant, voilà, je pense que tout investissement dans le secteur public, à condition qu'il ait une finalité sociale ou pour un aménagement urbain, n'est pas nécessairement quelque chose d'inconcevable dans nos systèmes de pensée. On va en parler lors de la modification budgétaire de l'investissement public. Ne te tracasse pas. Je te demande juste d'aller vérifier pour le social à combien on est parti pour le financement du CPS et à combien on est maintenant.
et tu verras l'augmentation. Tu parles Alors si on ne fait pas du social, alors là je ne comprends plus. Tu parles pour l'investissement sur le parc, Ben, sur la le fonctionnement fonctionnement. de l'aide sociale a augmenté très fortement sur la commune de Jarret et c'est une nécessité. Très bien. Et l'aménagement de l'espace public aussi, et les routes sont toujours bien entretenues. Bon, Didier, t'as pas entendu? Encore. On entend bien, comme chaque année, qu'on est la commune la moins taxée de l'arrondissement. C'est bien que vous aimeriez les augmenter. C'est pas qu'on aimerait bien, mais je pose la question, quel est l'intérêt au niveau de la commune de maintenir un taux d'imposition Si bas. très bas? C'est très intéressant pour les citoyens, ça fait plaisir à entendre, mais en tant que gestionnaire de la commune, quel est l'intérêt pour la gestion de la commune? Les citoyens, on est là pour les citoyens. L'intérêt, c'est du social, hein, le moins taxé les gens. C'est du social. C'est une façon de voir les choses. La Après, taxation, ça sert aussi à Si vous voulez pas des heures de plus, on peut faire une règle exprès pour vous. Quoi. Non, on ne peut pas, ça c'est interdit. Quand tu interdis, c'est pareil pour tout le monde, tu devras payer aussi. Mais ça ne me dérange pas, on peut le dire partout hein, qu'on taxe bas. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le crier partout. Et concernant le futur, parce que bon, évidemment, tu as cité une série d'éléments, mais il y a d'autres nuages à l'horizon. Il y a le financement des pensions qui ne va pas s'arranger, etc. Est-ce que vous pensez pouvoir maintenir ce taux d'imposition dans les années qui viennent? Quand on voit les crises par lesquelles on est passé, on a réussi à les surmonter. Je crois qu'on pourra les surmonter. Ici, on est parti pour l'année 2024, parce que ce sont les taux qui vont être applicables au budget 2024. Après, c'est les élections, fin d'année 2024, et puis nous verrons bien. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas augmenter les taxes pour les augmenter. Vous faites plaisir. Moi, je vous Non, réponds. Non, Non, mais c'est difficile de dire haut et fort. Oui, mais notre politique est de garder les taxes les plus bas possibles. C'est comme ça. Et gérer le mieux possible. Et bien gérer. Bon, on peut passer au vote? Non. 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 Oui. 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 Oui, 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 Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant, c'est un règlement de taxe communale. Et ici, c'est le PRI. PRI. Oui, le PRI, il reste toujours aussi le deuxième le plus bas de l'arrondissement. C'est vrai qu'il y a une commune qui est plus bas que nous. Hein, voilà. On est la deuxième la plus basse. Donc, je ferai la même remarque, ça reste à 2200 additionnel. Avez-vous des remarques? L'idée, je commence par ça. Ah ben voilà, j'aimerais bien l'augmenter aussi. Et... Alors, vous êtes plutôt un parallèle que je préfère par rapport au revenu cadastral que les gens ont reçu ici dans leur boîte aux lettres et qui grèvent vraiment les budgets de chaque citoyen. Et là, on ne dit pas parce que certains, même ici autour de la table, ont vu leur revenu cadastral augmenter de façon assez considérable. Il est dû évidemment à l'indexation et que donc il y a un report forcément aussi de ce que cela a coûté dans les institutions et que ça doit être sûrement reporté vers le citoyen au final. Et ça, je pense qu'il faut être... C'est pas au niveau. Non, c'est pas au niveau de la commune. c'est pas au niveau de la commune, on entend bien, mais je pense que le discours doit être bien audible pour les personnes pour qu'ils comprennent aussi des fois quand il y a une augmentation qu'elle n'est pas nécessairement due. Mais c'est important, Je suis très content que tu dises ça parce que j'ai entendu, lorsque ça a été augmenté, que la commune augmentait le précompte immobilier d'autant de pourcents. Non, la part communale, ce n'est pas la même chose. Donc j'aime bien. Mais oui, c'est pour ça qu'on a encore débattre et pour être entendu par les citoyens, on fait bien les choses. Tout à fait. C'est Eric, on a même augmenté la taxe voiture. Moi, j'ai entendu ça. Ah oui, mais on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a des taxes, on va jouer. La taxe de mise en circulation. Il faut être précis. Mais nous, on n'a pas de. Non, mais je sais bien. Je sais que c'est pour ça qu'il le dit. Donc voilà, on peut passer au vote? Non. 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 Oui. 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 Oui, 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 Oui. 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 Et oui. Le point suivant, Eric, je vais encore te passer la parole parce que c'est la première modification budgétaire 2023. C'est la modification budgétaire, mais nous allons voir si nous ne faisons pas d'investissement.
Alors, On va nous expliquer d'abord comment ça marche. alors, je vais un peu expliquer globalement comment ça marche. Je comprendrai qu'il apparaît volumineux, mais il y a des explications. Parce que c'est une modification budgétaire sur base de nos choix, évidemment, et la première qui est réalisée par le nouveau receveur régional. Et alors, des modifications de méthode sont nombreuses, parce que les manières de faire dépendent parfois de choix personnels permettant de mieux s'y retrouver. C'est pas toujours, c'est peut-être compliqué la première fois, mais je pense que par la suite, il y aura un intérêt, notamment d'y voir plus clair. C'est ainsi que des articles budgétaires sont subdivisés. Par exemple, pour les charges d'emprunt, elles ne sont plus inscrites en une seule rubrique, mais elles sont inscrites en emprunt contracté et en emprunt à contracter. Comme ça, on voit bien la différence. Ça, c'est un choix qu'il a fait. Autre exemple, l'article, par exemple, pour le matériel didactique pour les écoles est subdivisé, n'est plus global, mais subdivisé pour faire apparaître ceux qui concernent, par exemple, la gratuité. Gratuité du matériel scolaire, mais aussi gratuité pour les manuels scolaires, etc. Et donc, vous verrez dedans qu'il y a article fourniture scolaire qui diminue très fortement, mais apparaît plus bas de nouveaux articles où il n'y avait rien au départ, mais en fait les montants étaient existants précédemment. Idem pour les prélèvements pour les documents d'identité qui sont subdivisés en 3 catégories. Pour bien voir, distinguer les cartes d'identité, les permis de conduire, etc. Alors, au niveau des fonds de réserve, ils sont aussi réorganisés pour distinguer ce qui concerne le PIC, le PIMACI, le fonds de réserve extraordinaire, etc. C'est pour ça que dans l'extraordinaire, vous allez voir qu'il y a des mouvements qui sont importants et aussi des sommes qui sont prélevées de l'ordinaire pour aller dans des fonds extraordinaires comme par exemple le PIMACI, etc. Ou notamment les aides que l'on a reçues pour les inondations, etc. Les projets aussi qui étaient inscrits aux années antérieures pour lesquels les travaux n'ont pas encore été engagés sont réinscrits dans l'année en cours. Si un projet, il y a déjà eu des dépenses pour faire l'étude du projet, on va séparer la dépense étude de la dépense travaux. Les travaux sera pour l'exercice 2023, l'étude restera à l'exercice 2022 ou 2021, au moment où on a engagé ce montant-là. Bref, si cette modification budgétaire est volumineuse, c'est surtout par souci de réorganisation. Alors maintenant, concrètement, au niveau extraordinaire, les dépenses et donc les recettes, puisque ça va être équilibré au niveau extraordinaire, augmentent de 4 205 525 €. Alors ces augmentations, évidemment, sont notamment dues au déficit du compte 2022, rappelez-vous, de 2 762 139 €, puisque vous savez que l'extraordinaire au compte était toujours en déficit, puisqu'il fallait contracter les emprunts pour financer les projets qui avaient été engagés. Et donc, ça augmente évidemment le montant. Pour le reste, de nouveaux projets sont inscrits. Il y a 2 nouveaux projets en fait. Le projet qui ne sont pas vraiment des nouveaux projets, mais qui n'avaient pas encore été budgétisés, c'est le projet Cœur de village pour l'espace de convivialité à Sauvaster, 355 000 €, et la signalisation spécifique aux abords de l'école de Sarre, 10 000 €. Vous vous souvenez, c'est les carrés comme ils vont à l'école de Thiège, fait par le SPV. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que les anciens projets se voient subir des augmentations importantes liées à l'inflation et notamment au coût des matériaux et au coût du personnel des entreprises.
Donc il y a des révisions légales qui arrivent, comme on n'en a jamais connu, en tout cas nous, quand on était là. Au total, les dépenses et donc les recettes atteignent un montant d'investissement de 12 929 156 € à l'extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on peut dire avoir de l'ambition. Alors, à l'ordinaire, nous constatons encore une fois une très grosse augmentation de dépenses de personnel, plus 109 414 €, avec surtout l'engagement de personnel à l'administration, plus 39 000 € environ, et aux crèches, plus 73 233 €. De plus, nous pouvons relever des augmentations significatives de dépenses de 109 089 € pour l'assurance accident de travail. Je vous rappelle qu'on avait déjà augmenté de 100 000 € lors de la réalisation du budget. Des augmentations significatives au poste énergétique, plus 41 121 € pour le service des travaux, plus 60 000 € pour les travaux forestiers, plus 13 650 € pour du mobilier et du matériel technique scolaire, plus 7 500 € pour les travaux au bâtiment scolaire, plus 8 000 € pour les vieux métiers, plus 4 000 € pour la stérilisation des chats, plus 4 000 € pour l'enlèvement des encombrants, plus 17 000 € pour les subsides à l'installation des capteurs scolaires, pas scolaires mais solaires, puisque vous savez qu'à la fin de l'année, ça va fonctionner autrement, les compteurs ne tourneront plus dans le sens contraire, et donc il y a une précipitation d'installation de panneaux solaires, et comme on donne toujours une prime à l'installation des capteurs solaires, il faut augmenter au niveau de la modification budgétaire. Ça, c'est au niveau des dépenses à l'ordinaire. Au niveau des recettes, comment? À l'ordinaire, ça. Au niveau des recettes, nous constatons des diminutions. 42 498 € à la dotation au fond des communes. Non, pardon, tu as raison, c'était l'extraordinaire. Oui. Non, c'était à l'ordinaire, pardon, excuse-moi. À l'ordinaire. L'extraordinaire, j'ai terminé en donnant la dépense globale qui était de 12 929 000. Alors, donc, à l'ordinaire, c'est le chiffre que je viens de vous donner. Et à l'ordinaire, au niveau des recettes, on constate des diminutions, 42 498 € à la dotation au fond des communes, 28 000 € de diminution sur la taxe sur les écrits publicitaires, 15 000 € de diminution sur les dédommagements par les compagnies d'assurance, 15 000 € de diminution sur les amendes administratives, 2 787 € de diminution de la contribution de la ville de Spa pour les cultes, puisqu'ils ont décidé, la ville de Spa, de ne plus passer par la commune, mais de verser directement à la fabrique des gîtes. Et moins 7 000 € de subvention ONE. Voilà pour les diminutions des recettes, mais heureusement, nous avons aussi des augmentations de recettes à l'ordinaire, dont une récupération de 63 397 € de précompte immobilier pour dispense de travaux immobiliers. On peut récupérer du précompte immobilier lorsqu'on a des ouvriers qui font des travaux au bâtiment. Une dotation exceptionnelle de la région wallonne pour les dépenses d'énergie, 56 303 €, et une nette augmentation des dividendes d'Enodia, plus 99 495 €. Ce qui fait qu'au total, l'exercice propre, avec 13 216 479 € de recettes, 12 581 659 € de dépenses, présente un boni de 634 820 €, avec les exercices antérieurs, le boni de 887 025 €. Ça va? Avez-vous des questions?
On commence par qui? Il est fermé. Bon, première chose, on a dû constater que en regardant cette modification budgétaire sur l'extraordinaire, comme on l'a dit et souligné, c'était assez indigeste pour le comprendre. Donc là, la première question, et malheureusement je crois que je vais connaître déjà la réponse, nous regrettons vraiment qu'il n'y ait pas une commission spéciale budget qui nous permette, avec le directeur financier, les chefs, etc., de pouvoir comprendre non seulement les mécanismes, les chiffres qui sont proposés, les explications sur le fond, pour qu'on puisse débattre de manière réfléchie sur ce qui est proposé par le collège, quelles sont les incidences par rapport aux modifications budgétaires. Monsieur Delattre, qu'on a eu au téléphone cet après-midi, a été remarquablement disponible et nous a dit qu'il voulait bien nous expliquer en long et en large. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'était pas disponible cette semaine, mais au téléphone, il l'a pu l'être. Et je pense vraiment que pour nos citoyens, en fait, on a un débat ici qui soit cohérent et qui puisse les éclairer. Il faut que nous, les conseillers communaux de l'opposition, qui sont partis quelque part un peu des garants de la démocratie, puisque moi j'entends ce que tu expliques, Eric, et de fait, moi je peux te noyer dans les chiffres quand j'entends bien quand il y a des investissements, j'entends aussi dans les dépenses, mais dans les execs, dans les différences d'écriture, etc., je t'avoue que ce n'est pas toujours évident à comprendre. C'est pas vraiment là-dessus que je me suis arrêté. Je sais bien, je le sais. C'est sur les actions. Donc ce que j'ai dit, c'est relativement simple par rapport au contenu, c'est vrai, au document. Et c'est ce que je le reconnais. Mais autant l'ancien directeur financier que le nouveau, ils ont toujours dit il n'y a pas de problème, vous venez quand même. Absolument. Mais ça, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, je ne sais pas si toi tu participes beaucoup. J'imagine que oui, tu as eu pas mal d'informations, d'explications, etc. sur des fois des systèmes d'écriture et autres. Mais nous, je trouve qu'on en aurait bien besoin aussi pour pouvoir débattre avec vous de manière objective et donner chacun notre analyse de la situation en ayant une commission spéciale qui nous permettrait de débattre des sujets avant, pour ne pas que je te pose 1000 questions sur les chiffres, que ça dure 1 heure et qu'au final les gens ne comprennent pas ou que nous-mêmes on n'ait pas un débat qui soit porteur. Voilà, ça c'est notre première remarque. J'espère que je vais vite répondre à ça. Je sais bien que les commissions, on n'en a pas. Et on n'en veut pas. Et je peux te dire une chose, s'il y a une commission budgétaire dans une commune, il n'y a aucun débat justement. Parce que toutes les décisions sont déjà figées avant de venir au conseil, au niveau de la commission. Donc si vous avez des questions et si vous devez avoir des explications, il faut vraiment interpeller le directeur financier, lui demander toutes les explications qu'il doit vous donner, que vous pouvez poser tout ce que vous voulez. Et puis vous pouvez poser tout le débat possible, inimaginable ici. Mais moi je peux te dire que quand dans des commissions, il n'y a jamais de débat parce que c'est figé et c'est défini en commission et puis personne ne discute au conseil communal. D'autant plus qu'il a dit qu'il était disponible. Ah oui, il est disponible. Maintenant, je reconnais que cette fois-ci, la méthode c'est difficile aussi, fortement, et puis lui, il est aussi en transition puisqu'il termine dans une autre commune. Et franchement, ça vaut vraiment la peine et de voir tout avec lui sans aucun problème. Ici, c'est vrai qu'il vient de débuter, il était toujours en train de terminer dans des autres communes, etc. Il a dû revoir un peu tout le fonctionnement, enfin pas tout le fonctionnement, mais il a dû revoir certaines choses comme la création de nouveaux articles, etc. Comprendre tous les budgets, tous les projets extraordinaires, et il y en a. Il nous a dit qu'il y en avait beaucoup trop d'ailleurs. Il ne comprend pas comment on a autant de projets dans l'action. Qu'on a autant de projets dans la commune de Jalais, il trouve ça incroyable. Donc il a dû les analyser tous et les comprendre tous et les revoir tous. Donc il a eu énormément de boulot. Mais à mon avis, là, par la suite, sans aucun problème, vous pouvez aller chercher les infos chez lui. Et moi je suis tout à fait d'accord d'avoir un vrai débat au conseil communal. Parce que justement, tout à l'heure, il nous a, donc, après l'avoir interpellé concernant justement des questions qu'on se posait, il nous a proposé de nous transmettre dans le futur le tableau des moyens, des moyens qui permettrait d'avoir une bonne visibilité, une meilleure lecture sur les chiffres qui sont discutés ici.
Et je pense que voilà, pour avoir quelque chose, pour pouvoir qu'on puisse débattre ensemble et poser nos divergences, voire nos convergences, mais il faut quand même qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Et voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment un travail que je demande qu'on fasse pour qu'on puisse, nous, voilà, en tout cas, je parle pour ma personne ici, qu'on puisse être éclairé correctement avant de pouvoir débattre, afin d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. De fait, j'ai forcément 2-3 petites questions, mais qui sont des questions qui vont forcément être plutôt techniques. Alors, en tout cas pour moi, je vois, je suis dans le service extraordinaire, dépenses. Je vois à la page 7. Je vois qu'il y a un prélèvement extraordinaire pour le fonds de réserve. Oui. Pouvez-vous me réexpliquer à quoi cela correspond? Parce qu'ensuite, je vois sans projet, 53 000 €. Et là, voilà, il faut aller voir. Donc ça, c'est des prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire. Hein. Oui. Donc, on avait mis des montants pour financer l'extraordinaire. Il y a des projets qui ne se sont pas complètement réalisés. Donc dans les montants qu'on avait mobilisés, on va rechercher pour le fonds de réserve extraordinaire. Alors, pour trouver une réponse à ta question, il faut aller voir à la page 9 en dépenses, mais aussi à la page 17 en recettes, parce que tu vas retrouver ces montants-là. Voilà, tu le retrouves, tu vois page 9 dans dette, remboursement anticipé des emprunts à chaque de l'autorité supérieure. 53 000. C'est le même montant. Hein. Oui. Et puis alors tu vas aller aussi à la page 17. Ça c'est dans les recettes. Et à la page 17, tu vas trouver dans patrimoine privé en dessous, je pense. Oui. Non, attends. Tu vas retrouver ce montant-là aussi, que l'on a obtenu, 58 941, c'est ça? Non, 53 000. 53 081. Mais c'est parce qu'il est globalisé, mais il est en recette aussi. Et en fait, c'est quoi ça? C'est une obligation qui a été donnée par la tutelle de l'inscrire comme ça, mais c'est des subsides que la région nous donne, mais sous forme d'emprunt. En fait, nous, on doit faire un emprunt qui est financé par la région wallonne. Donc, on fait l'emprunt, la commune, et la région wallonne nous paye chaque année les charges d'emprunt. Et c'est comme ça que la subvention a été faite. Et ils ont décidé de l'inscrire autrement. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que moi, il m'avait parlé d'un remboursement anticipé d'un emprunt opération du crack. C'est ça, du crack. C'est ce qu'on appelle les pré-crack. Et les pré-crack sont des prêts qui sont en fait des subsides. En fait, la région wallonne, à un moment donné, a donné des subsides aux communes, mais il n'y avait pas les montants, les liquidités pour pouvoir les libérer. Alors ils ont dit aux communes, faites l'emprunt et nous, on remboursera les charges d'emprunt chaque année. Donc c'est ça. Donc j'ai une autre question, je pense que tu y as répondu tout à l'heure, en tout cas en partie, par rapport à l'extraordinaire dépense concernant les aménagements des bâtiments scolaires, page 11, première ligne. On a une majoration de 163 000 € pour un montant initial de 467 000. Et donc là, on n'est pas encore, on est dans une estimation par l'auteur du projet de ce que ça va pouvoir coûter. On n'est pas dans une attribution de marché où il y a déjà des frais qui sont augmentés. Tout à fait. En fait, c'est les services qui auront réparti les subsides du REBA dans 2 articles différents. Et c'est pour ça que ça paraît différemment. Il faut savoir que les subsides, il y a une modification aussi au niveau des subsides. Ça, tu en as parlé aussi tout à l'heure sur la page 7, prélèvement de l'extraordinaire pour le fonds des réserves de Pimassi, 300 000 €. C'est ce que j'ai dit. Tu as parlé tout à l'heure, je t'ai répondu. Parce qu'avant, tout était dans le fonds de réserve extraordinaire. Mais ici, il fait plusieurs fonds de réserve. D'accord. Et alors, page 5, pour les travaux de réfection des voiries hippiques,
on a 289 000 euros et des 35 000 euros. Il y a une majoration de 25 000 euros, pardon. À quoi est-ce que c'est dû et pour quelle raison est-ce qu'on a des majorations comme ça? Ça, c'est une augmentation, comme j'ai dit tout à l'heure, des révisions qui sont faites lors de travaux. De travaux. C'est le prix des matériaux, le prix du personnel. Là, c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment pendant le marché, pendant les travaux. Tout à fait. Ils ont le droit de faire des majorations. Jusqu'à des règles. Il y a des Le règles. calcul avait semblable, qu'ils sont assez Avec pris par les cheveux. Alors, ça c'est pour rappeler. Ok. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je serais très très heureux de pouvoir bénéficier de l'aide du nouveau receveur régional afin qu'ils expliquent bien aux conseillers communaux, je fais une redite, mais je m'en fous, je le dis quand même, qu'on puisse bien au courant de la situation et comprendre les choses avant de débattre. Donc voilà. Didier. Oui, j'espère que moi j'ai bien compris. On a effectivement constaté qu'il y a un certain nombre de postes qui ont switché d'un poste à l'autre. Il y en a quand même certains qui ont augmenté. Le réseau de chaleur, il a augmenté de 62 000 euros, donc c'est presque 20% d'augmentation. Et c'est suite aussi on a déjà reçu des soumissions. Non, ce sont des projets, c'est des estimations. Les autres, ce sont les estimations. Sur base de ce qu'il faut faire, de l'évolution du projet, etc. Voilà. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est pas négligeable non plus, c'est que le bâtiment du CPS, au charge à poste, il est passé de 2 900 000 à 3 29 000. Donc ça aussi, c'est une augmentation proportionnellement. Évidemment, on est bien sur des montants énormes, mais voilà, on est encore nulle part et ça risque encore d'augmenter. Il y a plein d'articles de travaux qui ont augmenté suite à une actualisation des prix. Voilà, oui. On en a déjà parlé, mais vous avez toujours le projet de bibliothèque de ça qui reste, lui, n'a pas changé dans le budget-ci, mais ça reste. Oui, il risque de changer à l'avenir. Ah ben oui, mais voilà, on est toujours sur notre idée que c'est peut-être plus raisonnable de loger la bibliothèque dans des locaux qui sont déjà existants, qui sont prévus, plutôt de construire un nouveau bâtiment. On l'a déjà proposé et vous ne changez toujours pas d'avis. De manière générale, de toute façon, la modification budgétaire, c'est la suite de votre politique budgétaire, donc on va quand même voter non pour ce budget. Ok. On peut passer au vote? Non. 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 Oui. 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 Eh oui, merci. Ben voilà, les points de l'ordre du jour sont terminés. Je suppose que vous avez des divers. Vincent? Oui, c'est plutôt des questions, des constatations. On a entendu qu'il y avait une recrudescence des vols dans certains quartiers de la commune au niveau de Jalais. Est-ce que la commune a été interpellée à ce sujet? A-t-elle demandé à la police une surveillance accrue dans ce domaine? Et là, je parle plutôt au bourgmestre, savoir s'il a eu fait de ce genre de. Oui, il y a eu quelques vols dans la commune. Et ben, je ne vais pas vous dire ce qui se passe parce que sinon ce sera un petit peu bête. Ben oui, la police est bien au courant et fait quelque chose. C'est tout? Didier? Oui, la première chose, c'est d'abord, depuis ce conseil, les projets de délibération sont maintenant disponibles au public sur le site délibération.be. Je trouve que ça serait bien que ça soit un peu renseigné au public. Par exemple, quand la commune publie l'ordre du jour du conseil communal sur le site internet ou sur Facebook, ce serait peut-être bien d'ajouter la note. Voilà, les citoyens peuvent consulter les projets de délibération sur le site internet. Ça ne coûterait pas grand-chose, mais ça permettrait aux gens de se renseigner de façon préalable sur ce qui va se passer. Deuxième chose aussi pour ça, sur le site délibération.be, pour chaque poste, il y a un thème, ce qu'on appelle matière sur le site internet. Ça n'a pas été rempli correctement, c'est peut-être qu'un détail, mais quand
on pourra plus tard refaire des recherches, tiens, qu'est-ce qui parlait de voirie, qu'est-ce qui parlait de sport, etc. Si les thèmes ne sont pas bien attribués, ben, on recherche sur délibération.be. C'est hallucinant les thèmes qu'on nous propose. Oui. C'est pas aussi simple qu'on peut y penser. Ça n'a rien à voir avec la vie communale. On a dû faire des choix. Mais bon, voilà, si on veut après faire une recherche, ça va On pas va essayer de garder tout le temps la même logique, mais je pourrais vous donner une fois la liste des oui, thèmes mais qui si sont propose, proposés. oui, parce qu'il va le donner, on ne sait pas changer facilement. Mais... On ne sait pas la changer. Non, c'est qui nous est apposé et voilà. oui, on a du mal à essayer de Oui, trouver bon, des ben bon, c'est quelque chose qui dormait aussi, hein. C'est nouveau, il faut du temps pour qu'on s'y habitue. Ah, voilà, c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième, ça concerne le Ravel. J'ai été interpellé par un citoyen. Le Ravel passe sous l'autoroute, un tunnel sous l'autoroute à hauteur de Côte-Fagne, et ce tunnel n'est pas éclairé. Et quand on circule à vélo, en plein jour, au moment où on rentre dans le tunnel, on rentre complètement dans le noir, on ne voit rien du tout. S'il y a une pierre par terre, une branche ou un autre cycliste qui est déjà tombé, on ne le voit absolument pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de placer quelques points lumineux dans le tunnel, et pas besoin d'un éclairage comme un stade de foot, mais quelques points lumineux pour au moins voir dans quoi on s'avance. C'est une demande que le citoyen a déjà fait à la région. Oui, c'est quelque chose qui a déjà été discuté, parlé en réunion d'aménagement du Ravel également. Je ne me souviens pas de la réponse. Il y a un problème d'alimentation, on a vu. Parce que là, On est loin de tout. Oui, mais on est sur l'autoroute, c'est l'électrique sur l'autoroute. oui. Ce n'est pas le même qui paye, hein, ça c'est tout. Mais s'il fait noir au-dessous du pont, il fait noir avant le pont. Non, c'est quand tu rentres en plein jour, au moment où tu rentres dans le tunnel, tu rentres complètement. C'est d'ailleurs pour ça que du tout. une peinture blanche aurait quand même été faite à l'intérieur, je pense. Ouais, ça n'a pas d'effet, on ne voit vraiment rien du tout. Moi, quand je passe dans la vélo, je suis au ralenti. On va réinterroger. C'est vrai que c'est compliqué aussi parce que la commune gère l'entretien et c'est la région wallonne qui fait l'extraordinaire, ou quelque chose du style. Mais l'alimentation électrique de l'autoroute, le jour, elle ne marche pas. Ah oui. Mais bon, peut-être, on peut imaginer, oui, mais des panneaux solaires, une batterie qui alimenterait 3 LED dans le tunnel. On va poser la question. Mais Oui, je sais bien que ça a déjà été soulevé plusieurs fois en réunion. C'est quelque chose qui embête assez bien les usagers. Les travaux sont. Oui, mais on peut aussi ralentir ou se mettre. Oui, mais même traverser à rien du tout. Enfin, bon, voilà. Mais si, on va. On a vu que le Ravel 38 dans le pays hier, il est éclairé Oui, mais extérieur. Oui, mais il faut Et dans le tunnel, ici, ça n'en est pas. C'est un peu paradoxal. Ça va. Mais voilà, vous avez tout un dossier, on fait ce qu'on peut. Oui, ça va. Rien d'autre? Eh bien, merci à toutes et à tous et une bonne soirée. Nous allons maintenant passer au huis clos.